Donc pour cette vidéo, on va faire l'examen clinique. Donc on retourne sur la fiche que je vous ai montrée dans la première vidéo, la fiche résumée, où là, la neuro, vous allez suivre ce plan-là, donc le même plan qu'ici. L'examen neurologique, c'est un examen qui est assez long et assez fastidieux. Donc dans les services de neurologie, vous allez le faire quasiment complètement. Et dans d'autres services, là, on va le faire un peu plus rapidement. Mais bon, là, vous êtes en D1, au début de D1, donc si vous le sentez, vous faites l'examen neurologique entier qui est décrit ici. Donc, on va passer au détail de l'examen neurologique avec cette diapositive. Et on ne va pas commencer, excusez-moi, parce que la diapositive est assez vieille, du coup, on ne va pas commencer dans cet ordre-là, mais on va commencer par les fonctions supérieures. Donc, l'examen neurologique, on va évaluer d'abord les fonctions supérieures, c'est-à-dire on va demander si le patient est conscient et s'il est orienté dans le temps et l'espace. Donc ça va être la première chose à faire. Donc conscient, vous allez lui parler, vous allez voir s'il vous répond ou pas. Et orienté dans le temps et l'espace, ça veut dire, on va lui demander est-ce qu'il sait en quelle année on est, la date du jour, et est-ce qu'il sait où il se trouve, où il habite, etc. Donc ça va être un premier indice pour savoir s'il il a une atteinte des fonctions supérieures. Et si il a un problème dans le temps, l'espace ou au niveau de la conscience, on va dire qu'il est confus. Donc, on a aussi des troubles de la vigilance, des troubles de la mémoire et une altération du rythme nictéméral. C'est-à-dire que la journée, il va dormir et la nuit, il va être réveillé, voire agité. Donc, voilà par quoi on commence l'examen neurologique. Ensuite, on va demander au patient est-ce qu'il a une céphalée. Donc, comment on va faire l'interrogatoire d'une céphalée si le patient en a une? S'il n'en a pas, on n'a pas besoin de le faire, bien sûr. Donc, les céphalées, c'est assez détaillé, l'interrogatoire, parce que chaque type de céphalée a sa propre type de caractéristique, enfin, sa propre caractéristique, pardon. Et donc, on va demander d'abord la première chose essentielle dans l'interrogatoire du céphalée, même si là, c'est pas marqué en premier, ça va être est-ce qu'il y a des épisodes antérieurs? Donc, on va demander au patient est-ce que vous avez déjà eu ce même type de maux de tête auparavant? S'il dit oui, c'est plutôt rassurant. S'il dit non, là, il va falloir mettre les warnings et faire très attention. Mais ça, vous verrez après dans le collège de neurologie cette année, tous les problèmes liés aux nouveaux maux de tête. Mais du coup, la question primordiale qu'on va chercher dans les céphalées, ça va être donc ça, est-ce qu'il y a eu des épisodes antérieurs, les mêmes céphalées auparavant? Ensuite, une fois qu'on a cette caractéristique-là, on va demander le type, donc si elle est continue ou pulsative, où elle se trouve, la localisation, le mode d'installation, si ça a apparu brutalement en coup d'éclair ou progressivement, sur combien de temps ça s'est installé, la fréquence, il y en a plusieurs par jour, plusieurs par semaine, par mois, etc. Combien de temps ça dure, l'intensité, on va noter sur une échelle de 1 à 10 et savoir si elle évolue dans le temps. Est-ce qu'il y a des choses qui diminuent ou aggravent la douleur? Est-ce qu'il y a des prodromes, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des signes qui apparaissent avant la douleur? Par exemple, un flou visuel, des paresthésies, des choses comme ça. Et on va demander aussi, bien sûr, ça on l'aura dans l'interrogatoire auparavant, est-ce qu'il y a des problèmes cardiaques ou neurologiques? On va voir là, par exemple, des exemples de céphalées. Donc, la céphalée de tension, c'est la céphalée la plus commune au monde où la plupart des gens dans leur vie auront une céphalée de tension. Donc là, ça va être une céphalée qui est frontale, donc au niveau du front, qui peut durer plusieurs minutes à plusieurs jours, qui va être faible ou modérée au niveau de l'intensité. Ça, c'est une céphalée donc, commune, mais ça, je vous donne des exemples là, mais ces céphalées-là, vous les reverrez bien sûr détaillées dans votre collège de neurologie. C'est juste pour vous donner des exemples des différents types de céphalées. Après, on aura la migraine. La migraine, ça va être un type de céphalée qui est unilatéral ou à bascule. Donc, c'est-à-dire que ça peut changer de côté pendant la céphalée ou au fur et à mesure des épisodes, qui peut durer 4 à 72 heures, mais ça, vous verrez plus tard. Ou alors, par exemple, la gie vasculaire de la face, ça va être une douleur localisée surtout au niveau de l'œil, qui est considérée comme une des douleurs les plus atroces que l'humain connaisse. Par exemple, c'est un type de broiement, de déchirure,
Et il y a même des patients qui ont envie de se suicider parce qu'ils ont tellement mal qu'ils n'en peuvent plus. Enfin, donc ça, c'est 3 types de CFLA. Il y en a encore d'autres. Il n'y en a pas non plus des milliers, mais c'est pour vous donner un exemple. Ensuite, donc là, on a vu les fonctions supérieures. Est-ce que le patient est conscient orienté? Est-ce qu'il a des céphalées? Et après, on va passer au reste de l'axe de l'examen, c'est-à-dire on va regarder la motricité, la sensibilité, les paires crâniennes, les grands syndromes et les fonctions supérieures, on les a vues tout à l'heure. Donc la motricité, qu'est-ce qu'on va demander au patient? On va demander au patient de marcher. Ça va nous donner de grandes indications s'il a une pathologie. Donc, on va voir la marche, s'il a une marche parkinsonienne, c'est-à-dire une marche à petits pas, avec perte du ballon des bras. Il peut avoir un freezing, mais ça, pareil, vous reverrez bien dans votre collège de neurologie. Est-ce qu'il a une marche fauchante? Donc, ça veut dire qu'il a la jambe tendue, il ne peut pas la plier. Donc, il est obligé de faire un demi-cercle avec sa jambe. Et donc, ça, c'est un signe de syndrome pyramidal. Est-ce qu'il a une marche ébrieuse? Donc, est-ce qu'il tangue dans tous les sens quand il marche? Il ne marche pas droit. Donc, ça, c'est le syndrome cérébelleux, comme si le patient était bourré, donc ébrieuse. Ensuite, on va avoir la marche dandinante. La marche dandinante, ça va décrire en fait une atteinte proximale des muscles. Donc, ça va être par exemple les patients qui ont des myopathies. Ensuite, on a la marche tépante, c'est-à-dire que le patient va devoir lever haut sa jambe pour marcher parce qu'en fait, le bout du pied tombe. Oui, la marche talonnante, ça, c'est le patient, il est marché sur les talons. Ensuite, on va aussi pouvoir lui demander de faire une marche en tandem, c'est-à-dire de mettre un pied devant l'autre, ou alors faire un rhombaire, c'est-à-dire pieds joints, le patient ferme les yeux et on voit en fermant les yeux si il tangue ou pas ou s'il tombe ou pas. Ensuite, après avoir vu la marche, pour la motricité, on va voir la force musculaire. Donc ça, pour avoir la force musculaire, on va demander au patient, pour voir globalement la force, de tendre les bras bien devant lui, comme sur ce schéma-là, ou alors, et qui s'allonge et qui plie les jambes pour voir déjà s'il peut faire ça, c'est-à-dire qu'il a une bonne force musculaire. Pour avoir un peu plus en détail la force musculaire, il y a une échelle, donc ça, vous devez l'apprendre pour les partiels. Donc la 5, c'est-à-dire qu'il a une force musculaire normale, et la 0, c'est-à-dire qu'il ne peut pas contracter ses muscles. Après, vous avez tous les points intermédiaires où vous avez 4, un mouvement contre-résistant, c'est-à-dire que il a pas une force musculaire normale, il a une force musculaire un peu diminuée, mais il peut quand même résister à une force. Donc, c'est-à-dire que vous allez, si vous prenez son bras comme ça, vous lui dites résister contre mon bras, vous forcez, il arrive un peu à forcer, mais son bras tombe un peu. Ensuite, le mouvement contre-gravité, qui est coté à 3, c'est-à-dire que le patient il va pas résister à votre main, donc le bras va tomber, mais quand il n'y a pas de résistance, il va pouvoir lever son bras normalement. Donc, c'est-à-dire contre la gravité, là, mon bras, il résiste contre la gravité. Ensuite, le 2, ça va être le mouvement dans le plan du lit, c'est-à-dire qu'il ne va pas réussir à lever son bras parce que la gravité est trop forte pour sa force musculaire, mais il va pouvoir bouger son bras dans le lit. Ensuite, on a côté 1, la contraction musculaire sans mouvement, c'est-à-dire qu'on voit le muscle se contracter, mais il n'y a aucun mouvement. Donc ça, c'est un peu compliqué à s'imaginer comme ça. Soit vous regardez des vidéos sur YouTube, ou soit vous verrez en stage. C'est un peu compliqué là de voir les différents mouvements, mais vous allez apprendre au fur et à mesure. Ensuite, on va passer aux réflexes. Donc ça, les réflexes, il y en a plusieurs à connaître, dont certains qui sont très importants. Donc on a le plus connu et le plus commun, le réflexe rotulien. Donc au niveau du genou, on va taper au niveau du genou ici, et la jambe va se tendre. Ça je pense que vous avez tous essayé ce réflexe-là. On a aussi le réflexe achilléen, donc ça va être au niveau du tendon d'Achille. Donc ça, on va surtout demander aux patients de se mettre à genoux, par exemple sur le lit, avec les pieds qui pendent, et on va taper sur le tendon achilléen. On va avoir le réflexe bicipital, donc dans le pli du coude, le réflexe tricipital au niveau l'opposé du coude. On va avoir le réflexe stylo-radial, donc qui se trouve ici au niveau du radius, et le cubito-pronateur qui se trouve de l'autre côté. Et on va avoir aussi le réflexe cuténo-plantaire au niveau du pied qu'on va voir tout à l'heure.
Donc ça, normalement, quand il y a les cours à la fac, bah, vous pouvez vous entraîner. Mais là, soit vous vous entraînez sur vous, vous pouvez, ou alors avec vos potes ou dans votre famille, où vous avez des cobayes et vous vous entraînez sur eux. Après, les réflexes, ils vont avoir plusieurs caractéristiques. Donc, on va voir si les réflexes, ils sont normaux ou alors s'ils sont abolis ou diminués. Donc, ça, vous allez le voir, vous pouvez comparer sur vous-même au début, voir s'ils sont pareils, s'ils sont diminués. Ensuite, vous avez les réflexes du syndrome pyramidal, cette fois-ci, on appelle vif, polycinétique, diffus et extension de la zone réflexogène. Donc, le réflexe dans le syndrome pyramidal, il va être vif, c'est-à-dire que votre jambe, par exemple, si vous faites le réflexe rotulien, il va partir beaucoup plus vite qu'en temps normal. Polycinétique, ça va être si vous tapez le réflexe rotulien, il va y avoir plusieurs mouvements de la jambe. Diffus, ça veut dire que par exemple, si vous tapez le réflexe rotulien, il va y avoir et le réflexe rotulien et le réflexe achillien en dessous qui vont s'activer. Et extension de la zone réflexogène, ça veut dire que, par exemple, donc là, le réflexe rotulien, si vous tapez même tout autour là, de la zone normalement normale du réflexe, eh ben, il va y avoir quand même un réflexe, ce qui n'est pas normal, bien sûr. On va avoir aussi un autre type de réflexe, c'est les réflexes pendulaires. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans le syndrome cérébelleux, où le patient, on va lui taper le réflexe au niveau du genou et sa jambe va continuer à balancer même après l'arrêt du réflexe. Et on a aussi le réflexe cutanéo-plantaire, donc le Babinski, est-ce qu'il est positif ou pas? On a une diapo juste après, il me semble. On le reverra, je recherche. Voilà. Donc ça, c'est le réflexe cutanéo-plantaire. Donc on prend soit la pointe de son stylo, de son crayon ou de son marteau, et on va partir de la plante du pied, on va passer sur le côté extérieur du pied, remonter lentement jusqu'à la base du gros orteil. Et donc ça, quand c'est normal, soit le pied ne réagit pas, soit le gros pouce va être en flexion. Et on dit qu'il y a un réflexe cutanéo-plantaire en extension ou un Babinski positif lorsque l'on trace avec notre pointe de l'extérieur jusqu'au gros pouce. Là, le gros pouce va faire une extension. Donc, on dit c'est une extension lente et majestueuse du grand pouce. Et donc ça veut dire qu'il y a une atteinte centrale au niveau du système nerveux central. Et donc, ça fait partie du syndrome pyramidal. Pour vous rappeler, le syndrome pyramidal, c'est dès qu'on en trouve un syndrome pyramidal, ça veut dire qu'il y a une atteinte du système nerveux central et pas périphérique. Donc, voilà pour le réflexe cutanéo-plantaire. Ensuite, donc on a vu la motricité, maintenant on va voir la sensibilité. Comment on évalue la sensibilité? Donc, il va y avoir 4 modalités de sensibilité. Épicritique, c'est-à-dire le tact fin, ce qui va nous permettre de sentir précisément l'endroit où on touche. Le tact grossier, bah là, c'est un peu plus grossier, on ne va pas pouvoir localiser précisément. Le tact thermoalgique, donc là, ça va être pour la douleur, la sensibilité douloureuse et la sensibilité thermique, donc on va sentir les brûlures. Et la sensibilité proprioceptive, la proprioception, c'est ce qui nous permet de localiser nos membres dans l'espace. Donc savoir que notre bras là, et mon bras droit est à ma droite, mon bras gauche est à ma gauche, où se trouvent mes membres en temps réel dans l'espace. Donc ça, c'est les 4 modalités de la sensibilité. Ensuite, ah oui, donc pardon. Pour évaluer ces sensibilités, donc épicritique, tac grossier, là, on va toucher simplement le patient avec nos doigts, savoir s'il sent précisément. La proprioception, on va, par exemple, prendre le gros pouce du patient. On va prendre, ça, vous verrez en stage parce que c'est compliqué à expliquer en vidéo, mais vous prenez avec vos pouces et votre index le gros pouce du pied du patient sur les côtés et soit vous inclinez le gros pouce en bas, soit en haut. Il faut que le patient dise est-ce que mon gros orteil est en bas, est-ce qu'il est en haut. Mais bon, ça, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça.
Et thermoagique, alors là, il faudra prendre, tous les services ne le font pas, c'est surtout dans les services de neurologie et de diabétologie où on le fait, mais il faut prendre un glaçon et un verre d'eau chaude et demander au patient est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid. Et ça, vous ne le ferez pas, faudra pas le faire, enfin, vous ne le ferez pas dans tous les services. Ensuite, maintenant, on va passer aux paires crâniennes. Donc ça, les paires crâniennes, vous l'avez vu, en long, en large et en travers en P1. Vous devez les connaître par cœur et vous devrez les connaître par cœur aussi pour le CN. Mais comment les évaluer? Donc la paire 1, vous vous souvenez, c'est l'olfaction. Donc ça, on va demander, est-ce qu'ils sont les auteurs? La vision, est-ce que pour lui, il pense qu'il voit bien? L'oculomotricité, on va demander donc au patient de regarder droit devant lui. Il ne bouge pas la tête, il regarde votre doigt, votre index qui est devant sa tête, et vous bougez en haut, en bas, à droite, à gauche, l'index pour voir si il bouge ses deux yeux dans les quatre coins, euh, de son champ de vision. Ensuite, la paire 5, la sensibilité de la face, ça, on va toucher le visage directement, le patient, voir s'il sent bien partout. La motricité de la face, on va demander au patient de fermer les yeux fort, 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 pour voir s'il arrive à froncer les cils. On va demander de faire un grand sourire. Et on va lui demander de tirer la langue. Donc ça, c'est en général les trois choses qu'on fait pour. Ou alors aussi, on peut demander de gonfler les joues. Et pour voir donc si il n'y a pas de déficit de la motricité de la face. L'audition, l'équilibre, ça, on peut voir l'audition, mettre on frotter ses deux doigts à côté de chaque oreille, voir s'il entend pareil des deux côtés. L'équilibre, ça, vous lui demandez d'être à pieds joints, debout, voir s'il tangue ou pas, et de fermer les yeux, voir si ça s'aggrave ou pas. Le 9 et le 10, demander s'il y a des troubles de la digestion. Est-ce que quand il boit, il mange, est-ce qu'il a l'impression qu'il va s'étouffer ou pas? Est-ce qu'il tousse beaucoup quand il mange et il boit? Le 11, c'est relever les épaules. Et le 12, c'est la motricité de la langue. Donc, s'il arrive à tirer la langue, en général, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va passer aux grands syndromes. Les grands syndromes neurologiques, il y en a quatre. Donc, le premier, c'est le syndrome extrapyramidal. Donc, vous verrez, est souvent associé, c'est un syndrome, comme on dit, c'est un syndrome parkinsonien, pardon. Et donc, ça, il va y avoir plusieurs caractéristiques que vous avez vues normalement en EIA de sémio-neuro. Donc, c'est une hypertonie plastique, à ne pas confondre avec le syndrome pyramidal qui est une hypertonie spastique. Donc, l'hypertonie plastique, c'est une roue dentée. Ça veut dire que quand vous allez, par exemple, plier le bras comme ça au patient, ça va céder par à-coup, en fait. Ensuite, dans le syndrome, on trouve un tremblement lent au repos, très important au repos, et qui est démasqué par la masse de Fourment. Et donc, il est lent. Enfin, ça, vous aurez les caractéristiques du tremblement dans votre collège de neuro. Il y a aussi une akinésie, c'est-à-dire que par exemple, vous demandez au patient de prendre son pouce et dans un index et de faire ça vite, de fermer vite et de relever vite. Et ben, en fait, le patient, d'un moment, il va aller de plus en plus lentement et il va avoir de plus en plus de mal. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'akinésie. Il y a aussi plusieurs caractéristiques dans l'akinésie, mais ça, c'est pareil, vous le verrez dans le collège de neuro. Et la marche Parkinson, on l'a vu tout à l'heure, c'est une marche à petits pas, perte du ballon des bras, freezing, en barade, etc. Ensuite, on a le syndrome pyramidal. Donc, le syndrome pyramidal, c'est une hypertonie spastique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un déficit moteur. On a une marche fauchante, donc comme on a vu la marche tout à l'heure. Les réflexes, on les a vus aussi tout à l'heure. Et le Babinski-Hoffman. Donc, le Babinski, c'est le réflexe cutano-plantaire qui est ici. Et le Hoffman, c'est pincer le majeur comme ça et voir si les autres doigts se plient. Caractéristique aussi à savoir pour le syndrome pyramidal, on dit qu'il prédomine sur les fléchisseurs des membres supérieurs et qu'il prédomine sur les extenseurs des membres inférieurs. C'est-à-dire que le syndrome pyramidal, au niveau des membres supérieurs, il va fléchir donc les membres supérieurs. Donc, c'est-à-dire que le patient, il va avoir du mal à étendre son bras. Et par contre, au membre inférieur, ça va être l'inverse. Il va avoir tendance à tendre les jambes et les patients auront du mal à fléchir les jambes. Donc ça, c'est une caractéristique à savoir pour ce syndrome. Ensuite, on va avoir le syndrome cérébelleux. Donc le syndrome cérébelleux qu'on associe souvent aux patients bourrés qui est ébrieux. Et on a le syndrome statique, dans le syndrome cérébelleux, le syndrome cinétique.
Donc ça dépend de la localisation de l'atteinte. Donc pour le statique, ça va être le vernis et pour le cinétique, ça va être les hémisphères. Donc comment on va essayer de faire la sémiologie pour ce syndrome? Pour le tremblement, ça va être donc pour le syndrome statique, on va avoir un tremblement d'action. Donc si vous vous rappelez, pour le syndrome pyramidal, pardon, syndrome extra-pyramidal, on avait un tremblement lent au repos, alors que pour le syndrome cérébelleux, là, ça va être un tremblement d'action. C'est-à-dire qu'on va demander, par exemple, au patient de toucher son nez et de toucher votre doigt quand vous faites le manœuvre doigt-nez, bah, le patient, en faisant l'action, il va trembler, il va avoir du mal. Alors que s'il est au repos, il n'aura pas de tremblement. Il va y avoir aussi, donc on a vu une marche ébrieuse avec un élargissement du polygone de subtentation. Donc ça, c'est que le patient, il va écarter ses jambes pour être plus stable et il va avoir une danse des tendons quand on fait la manœuvre de Rombert. Donc il se met debout, les pieds serrés, et là, en fait, on va voir que le patient, il va un peu se balancer, se danser, comme on dit, parce que il va essayer de chercher son équilibre et du coup, on va voir les tendons, si on regarde les tendons d'Achille, ils vont bouger, ce qu'on appelle la danse des tendons. Ensuite, pour le syndrome cérébelleux, stinétique, donc là, il y aura ces quatre caractéristiques-là, donc dyschronométrie, dysmétrie, adiadocosynésie et asynergie. Donc ça, la dyschronométrie, c'est-à-dire qu'il va y avoir un délai d'action au moment où le patient veut faire l'action et au moment où il la fait réellement. La dysmétrie, c'est-à-dire qu'il ne va pas réussir à viser bien. Donc quand vous faites la manœuvre doigt nez, pareil, mais en fait, il va viser à côté. Il ne va pas réussir à toucher son nez, il va viser à côté, ou il ne va pas réussir votre doigt, il va viser à côté de votre doigt. La diadocosynésie, donc ça va être un trouble de la coordination. Donc, par exemple, si on demande au patient de faire des marionnettes, et ben, là, l'hémisphère atteint, il va y avoir une main où il ne va pas réussir à faire en même temps que l'autre main. Donc, il va être décalé. Et donc, pour finir la manœuvre de Stewart Hall, donc ça, vous pouvez regarder sur YouTube des vidéos où en fait, on met le bras parallèle au sol du patient et en fait, on le lâche sans rien lui dire. Et vu il a un balancement pendulaire de son bras, il peut se frapper sans réussir à retenir son bras. Et ça, c'est pareil, c'est assez compliqué à expliquer en vidéo comme ça. Donc, vous pourrez regarder des vidéos sur YouTube ou alors, je pense que vous aurez aussi des cours pendant vos stages de neurologie. Et le dernier syndrome, le syndrome vestibulaire, où là, vous avez des vertiges avec des nausées, des vomissements, la manœuvre de Rombert, comme on l'a dit tout à l'heure, où en fermant les yeux, ça va s'aggraver et là, il peut tomber quand il ferme les yeux. Et le nystagmus, c'est quand on lui demande de vous regarder le doigt, d'aller de droite à gauche, et là, vous avez des saccades au niveau des yeux. Donc voilà un peu comment on fait l'examen sémiologique pour la neurologie. Donc on avait tous ces grandes parties. Et donc là, vous le retrouvez, comme je vous l'ai dit au début, au niveau de la fiche, vous avez tout ce qu'on en vient de parler. Et comme ça, vous êtes sûr de rien oublier.